Bonjour à tous. Pour les fêtes, je vous propose un petit épisode Arevo avec un bon nanar que vous n'aurez pas à regarder devant la cheminée, car je l'ai fait pour vous, histoire de vous laisser du temps pour des bons films. Ça s'appelle Complot génétique, tout un programme. Et encore en français, ils n'ont pas osé rajouter le Darwin de la version originale, Darwin Conspiracy. Cette vidéo est un peu longue et l'explication des points peu scientifiques du film, et il y en a, seront rassemblés dans une prochaine vidéo qui arrivera très vite. Pour commencer, et pour vous donner déjà une idée de la paresse scénaristique de ce téléfilm, dès le générique, on a une voix off qui nous raconte que des êtres supérieurs sont présents sur la Terre depuis très longtemps et aident les pauvres homo sapiens que nous sommes à survivre. Ok, ça c'est fait. Puis juste derrière, la voix du héros qu'on appellera le gentil scientifique qui nous raconte qu'il est généticien pour aider son frère handicapé. Et que... Ce que j'ignorais, c'est qu'à cet instant même, à des milliers de kilomètres de là, se déroulaient des événements qui allaient peut-être rendre ce miracle possible. Au début de cette année, des scientifiques américains en mission au pôle Sud subirent un tremblement de terre de magnitude 9,5 qui remit l'aspect géographique de l'Antarctique dans sa configuration initiale. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi la forme initiale de l'Antarctique ? Bah non, ça ne veut rien dire. Et ce n'est que l'apéritif de ce qui va être un festin de discours scientifiques abscons et approximatifs. Nous passons d'ailleurs tout de suite à l'entrée de ce festin, car un méchant du gouvernement... Bah oui, c'est le méchant, ça se voit, non ? Le méchant, oui, c'est le méchant. Donc le méchant du gouvernement et son complice, le méchant scientifique, ont découvert un homme dans la glace en Antarctique. Son taux d'acide carbonique est hors norme. C'est le plus ancien des êtres humains. Alors je ne sais pas ce qu'il fait comme science, mais je vois pas le rapport entre le taux d'acide carbonique avec la datation d'un organisme. Je présume qu'il voulait parler de la datation au carbone. Comme je le disais, tous les discours scientifiques sont approximations et collages erratiques de vocabulaire. Donc ils l'ont daté, et l'homme de glace a 1 million d'années. Et ça pourrait être un extraterrestre. Et pour cela, le méchant engage la meilleure scientifique au monde en archéologie génétique. Indiana Jones de l'archéologie génétique. C'est exactement ce que nous recherchons à San Diego. Je veux dire le meilleur chercheur en génétique du monde. Et il lui montre donc l'homme de glace. Aucune personne étrangère au projet ne doit connaître son existence. J'ai envie que vous tendiez le bras pour connaître mes pensées. Il a un message à nous délivrer et on a besoin de vous pour nous aider à le découvrir. Le méchant. Ok, je commence déjà à plus rien comprendre. Déjà, elle nous fait un bout de poésie, j'ai cherché la référence mais j'ai pas trouvé. Et le méchant veut comprendre le message de quoi ? Enfin, moi, ce que je commence à comprendre, c'est que même les dialogues normaux sont maltraités et mal écrits. D'ailleurs, écoutez la suite. C'est une très jolie femme et très brillante. J'aimerais qu'elle travaille sur ce projet. Et en quoi consiste ce projet exactement? Ce type prétend faire de nouvelles créatures en utilisant des cellules préhistoriques. Jack Ward. Il dit lui-même n'être qu'un visionnaire. Il pense qu'il va révolutionner la médecine parce que un film a été tourné sur une de ses théories complètement folles. Oui, l'ADN des dinosaures. J'ai bien aimé ce film. Il affirmait pouvoir ramener à la vie des cellules congelées. Et tout ce qu'il a pu ressusciter, c'est un scarabée, pas un dinosaure. Vous avez déjà ressuscité un scarabée, vous? Non, monsieur. Mais dans le film L'ADN des dinosaures, je voulais dire Jurassic Park, il ne ramène rien à la vie non plus. Il recrée l'ADN des dinosaures en les mélangeant à l'ADN d'une grenouille, et crée un œuf avec ça. Donc, rien à voir. Il recrute ensuite le généticien, du début, avec son frère, même si celui-ci se méfie du gouvernement. Je peux connaître l'origine de cet ADN. Nous vous le dirons dans quelque temps. Pour l'instant, nous voulons votre avis sur notre découverte. Le J'ai examiné les tissus méchant. que vous m'avez donnés. Ils sont présentés par ces brins que vous voyez là. Ce qui est remarquable, c'est que ces brins contiennent approximativement plus d'une centaine de gènes complexes que ceux existants chez l'homme moderne. Et beaucoup de ces gènes sont reconnus très importants pour le fonctionnement du cerveau, l'intelligence, les fonctions motrices, la coordination, etc., etc. Ok, donc il y a plus de gènes que chez l'homme, mais il connaît déjà la fonction de ces gènes qu'on connaît pas. Ok. Pendant ce temps-là, l'Indiana Jones fait également des avancées. Également beaucoup trop vite à mon sens, et totalement hors de ses compétences. Je rappelle qu'elle est généticienne. Mais écoutez ça. C'est un être humain, pas un extraterrestre. Je le crois originaire d'une branche très ancienne de la famille des humanoïdes, un cousin éloigné si vous voulez. La famille des humanoïdes. Ok, ça ne veut rien dire. Je présume qu'elle voulait dire la famille des hominidés. En gros, c'est la version Jean-Michel à peu près de la science. Je connais pas bien les paroles de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à peu près. Je pense que c'est pour son ami.
Sa tribu, qui a complètement disparu, devait être beaucoup plus évoluée que nous, mentalement et physiquement. Avant de décider s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle, dites-moi d'où vous tirez ces conclusions. Tout d'abord, il est âgé au minimum de 300 ans et ne montre aucune trace de maladie ni de vieillissement. Il semblerait que son espèce ait réussi à éradiquer toutes les maladies que nous connaissons. Et ceci est la partie la plus intéressante. Voilà, son cerveau est 20% plus développé que le nôtre. Son cortex cérébral, beaucoup plus grand, possède un réseau de synapses beaucoup plus complexe, prouvant une capacité cérébrale très développée. On est obligé d'en conclure que cet homme de glace a développé la capacité d'utiliser 80 à 90% de son cerveau. En comparaison, nous ne pouvons utiliser que 10% du nôtre. C'est un taux exceptionnel. Un être humain qui aurait le pouvoir d'employer toutes les capacités de son cerveau serait comparable à Dieu. Et puis d'un seul coup, les deux généticiens essayent ensuite tous les deux de ressusciter les cellules de l'homme de glace. Ce qui est drôle, c'est que les deux équipes semblent travailler sur exactement le même tas de cellules. C'est bizarre, non? Ce qui est bizarre, c'est que l'équipe du film ne s'est même pas embêtée à chercher deux images différentes pour les deux équipes de recherche. Évidemment, ils arrivent à ressusciter les cellules, donc l'ADN est actif, je présume, car ils l'injectent ensuite dans une souris pour voir si elle devient plus intelligente. Encore une fois, une version approximative d'une technique qui existe, la thérapie génique, mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Évidemment, les deux scientifiques gentils finissent par se rencontrer sur le terrain de baseball de la base, et ils sortiront ensemble. Je vous passe les expériences sur un singe qui devient plus intelligent et qui fait de la télékinésie. Du coup, les méchants s'impatientent et veulent des essais sur les humains. Et ils demandent donc au docteur du frère handicapé léger de lui injecter de l'ADN de l'homme de glace. Le type accepte, et puis il est pris de remords et... Jack Ward? Jack? Jim, j'ai essayé de vous joindre chez vous après vous avoir raté au bureau. Écoutez, Jack, j'ai fait un truc plus que débile. Peut-être pire. Il faut qu'on en parle. C'est vraiment très grave, Jack. C'est Andy, sa vie est sûrement en danger. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'ils m'ont suivi. De qui parlez-vous? Évidemment, il se fait tuer alors que le gentil est au téléphone avec lui. La gentille scientifique pense alors que ça va trop loin et montre au gentil scientifique l'homme de glace. Et attention les yeux. Il appartient à quelle civilisation? Le monde du 4e soleil. Le 4e soleil? Les anciens Aztèques croyaient que notre Terre était divisée en plusieurs cycles de temps qu'ils comparaient à des soleils. Bah oui, évidemment, les Aztèques, qu'on est bêtes, c'est normal. Les Aztèques, il y a 1 million d'années. Le gentil scientifique va alors voir le méchant et lui annonce qu'il veut tout révéler. Le méchant lui dit que l'ADN a été injecté à son frère et qu'il vaut mieux coopérer. Le rat cobaye meurt peu de temps après, mais apparemment c'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que le docteur Ward avait prévu. Il ne m'avait pas dit que ce rat risquait de mourir. Je pense qu'il ne l'avait pas jugé nécessaire. Toutes les formules sont très dangereuses au début de leur utilisation. Oui, pour des rats sous-développés, pas pour des cobayes humains. C'est quoi? L'a pas compris. L'a pas compris. L'a pas compris. Je parle pas français pourtant. L'a pas compris. Non, l'a pas compris. L'a pas compris. Pendant ce temps-là, le frère développe des capacités incroyables. Il contrôle les choses avec l'esprit, peut tirer très vite sur une borne d'arcade qu'il fait exploser, et puis voilà que soudain il est agressé par le père violent de son meilleur ami. C'est pas bien de faire du mal aux gens, monsieur Reynolds. Surtout à ceux qu'on aime. Ça fait bien longtemps que vous n'avez pas emmené Judd à un match de baseball, n'est-ce pas? Je sais que vous aimeriez l'y emmener. J'aimerais l'y emmener. Tu veux qu'on aille voir un match? J'adorerais ça, papa. Et oui, l'homme congelé n'était pas un aztèque, mais bien un Jedi. Toujours dans le labo, et comprenant que ça sent le roussi, le méchant scientifique veut faire disparaître les preuves, dont l'homme de glace, pour garder la formule pour lui. Et puis il est interrompu par le gentil scientifique. Ce n'est pas parce que ce rat est mort que votre frère risque de mourir. Combien vous lui en avez fait prendre? Combien? Assez pour qu'il se transforme en descendant biologique de l'homme de glace. Vous n'aviez pas le droit de risquer sa vie. Le descendant biologique? Mais est-ce que vous savez au moins ce que ça veut dire? C'est le résultat d'un papa et d'une maman qui font des câlins. Et c'est pas vraiment un terme scientifique, mais plutôt un terme juridique. Ils se battent, le méchant assomme le gentil, et il veut faire exploser le labo avec lui. Mais le gentil s'échappe. Il retourne voir le méchant du gouvernement pour tout lui raconter, et le méchant lui dit que s'il ne coopère pas, on ne sera pas gentil avec son frère. Ils emmènent donc les deux gentils quelque part, on ne sait pas où, ni pourquoi faire,
Et puis le frère les arrête et refait le coup du Jedi. Non. Andy, ce sont des agents fédéraux. Surtout ne les provoque pas. Vous ne voulez pas faire ça. Je veux pas faire ça. Il se débarrasse des Malabars. Et il s'enfuit. Et c'est la fin. Quoi ? Vous n'aviez quand même pas prévu de faire une suite à ce vomi scientifique infâme ? Et c'est là que j'ai tilté. Ce téléfilm était probablement un pilote pour la mise en place d'une série avec le méchant qui veut récupérer le frère nouvellement évolué, le trio qui s'enfuit avec le but de retrouver le méchant scientifique pour récupérer la formule. C'est d'ailleurs écrit par Glenn A. Larson, énorme producteur et scénariste de séries cultes des années 80 et 90 comme Magnum, Battlestar Galactica, l'original, K2000 ou L'homme qui tombe à pic. Pour résumer, ce téléfilm est donc probablement le pilote d'une série qui ne vit malheureusement jamais le jour. Cette série voulait utiliser de manière abusive et probablement mercantile le nom de Darwin. Tout ça parce qu'elle parle d'une évolution d'un homme en super-humain après une manipulation génétique version CE2. Il aurait mieux valu assumer une inspiration claire du roman Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, publié en 1966, qui raconte l'histoire d'un homme souffrant de retard mental à qui on injecte une solution et qui devient surdoué. Ce roman d'une intelligence et d'une sensibilité maîtrisée est un grand classique de la littérature fantastique, et je vous le recommande. Il a fait l'objet de nombreuses adaptations au cinéma, à la télévision et au théâtre. Du coup, si vous voulez voir quelque chose de vraiment bien, qui traite de la même chose mais qui ne porte pas un pseudo-costume scientifique à la coupe dégueulasse, regardez la version télévision adaptée de la pièce de théâtre, produite par Arte et interprétée par Grégory Gadebois et réalisée par Yves Angelo.